Quand elle croise Alassane Ouattara au Sénégal, Dominique Faure-Roux, aujourd'hui Dominique Ouattara, vit encore en Côte d'Ivoire et ce, depuis déjà quelques années. Elle y est arrivée au bras d'un mari bien plus âgé qu'elle, professeur de sciences physiques de son état. Venue donc enseigner dans un lycée d'Abidjan et brutalement devenue veuve en 1984, elle s'intègre rapidement dans la sphère dirigeante de ce que la Vox Populi ivoirienne appelle les hauts d'en haut. Alors, qui est-elle? Quel a été son parcours? Comment est-ce qu'elle a réussi à être là où elle est et pourquoi? La réponse sera donc donnée dans ce capsule. Jusqu'à son arrivée à Abidjan, Dominique Nouvian ne laisse pas de traces concrètes. La seule certitude dans le faltras des informations reprises en boucle sur une multitude de sites internet reste sa naissance à Constantine le 16 décembre 1953 dans une Algérie française qui va s'embraser moins d'un an plus tard. Son père Guy Nouvian, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, est marié à une jeune femme qui, à la demande de la famille du futur marié, a abjuré sa confession juive pour se convertir au catholicisme, condition sine qua non du mariage en question. Elle a 4 frères et sœurs, dont l'un, au moins Philippe, est toujours dans son nombre jusqu'au jour d'aujourd'hui au palais présidentiel. Compte tenu de l'évolution des choses, Dominique Nouvian doit avoir moins de 9 ans quand sa famille rejoint la France. À supposer qu'elle soit restée en Afrique du Nord jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962, sa biographie officielle lui attribue un cursus scolaire et universitaire qui peine à s'inscrire dans le temps de son séjour en métropole avant son départ pour l'Afrique noire avec son mari, Jean Faure-Roux. Son arrivée en Côte d'Ivoire se situe certainement après la naissance de son fils, Loïc, né à Boule, en Allemagne, le 16 avril 1975, et avant celui de sa fille Nathalie, née le 3 janvier 1979, à Abidjan. La carrière de son mari dans l'enseignement en Côte d'Ivoire semble se dérouler dans de bonnes conditions, ce dernier apparaissant au début des années 80 comme conseiller au ministère de l'Éducation nationale ivoirienne. Le directeur de l'enseignement technique, qui s'appelle alors Bamba Vamoussa, se lie d'amitié avec le professeur, mais surtout devient familier de sa jeune épouse. Jean Faure-Roux décédera brutalement en 1984. Les circonstances dramatiques du décès du professeur Jean Faure-Roux ont, semble-t-il, peu ou même pas du tout affecté sa jeune épouse qui n'avait certainement pas une passion définitive pour lui. Il savait que le décès de Jean Faure-Roux marque l'entrée réelle de Dominique Nouvian Faure-Roux sur la scène politique ivoirienne, où, avec une force de conviction très féminine, elle gravit tous les échelons pour être aujourd'hui l'incontournable maîtresse du palais présidentiel ivoirien. La voix est libre pour la jeune veuve de 31 ans pour qu'elle s'exprime. Bamba Vamoussa a aussi et surtout un oncle brillant, Abdoulaye Fadiga, gouverneur de la BCEAO. Elle se rapproche très fortement de lui. Il y vient de racheter à un Français une agence immobilière locale, l'AICI. Il lui en confie la gestion. L'AICI deviendra le vecteur de développement des affaires de Dominique Nouvian Faure-Roux. Auparavant, elle a travaillé quelque temps comme secrétaire à l'ambassade du Canada. Par ailleurs, elle fréquente épisodiquement un garçon haut en couleur, bien connu de la ville nocturne d'Abidjan et manipulateur de haut vol, du nom de Paki Bokoum. C'est lui qui a l'idée de la présenter au président Félix Houphouët-Boigny. À l'origine, pour Paki, ce n'est qu'une énième façon de soutirer un peu d'argent aux vieux. Son plan est simple. Il va demander audience au président, se fera accompagner par Dominique Faure-Roux, paré de ses plus beaux atouts. Il a déjà prévu de laisser l'entretien se poursuivre en tête à tête, lui se retirant sous un prétexte quelconque. Il est sûr de son fait. Le vieux sera séduit et offrira une enveloppe à Dominique qu'ils n'auront plus qu'à se partager ensuite. Le scénario se déroule normalement si bien que prévu. Et désormais, la jeune femme a ses entrées au palais présidentiel. Et la chance continue à veiller sur celle dont le président subjugué dira très vite, pour se justifier face à son entourage, elle a du chien. Houphouët se plaint régulièrement auprès de ses proches de la gestion de ses biens, par ceux qu'il a mandatés pour le faire.
Parrainé par Bakhoum et le docteur Béra, Dominique Folloroux obtient ce marché pour sa société AICI. Durant toute cette période, il semble que ses motivations soient essentiellement financières. C'est au cours de l'un de ses déplacements à Dakar, où son ami gouverneur réside, que sa vie va basculer. Là, nous sommes en 1984 et l'un des deux vice-gouverneurs, poste dévolu par accord tacite à un voltaïque, est Alassane Ouattara. Ouattara est divorcé de sa première épouse qu'il a connue aux États-Unis, à savoir Barbara Jean Davis, dont il a eu 2 enfants. Cependant, les choses ne vont pas se mettre en place tout de suite. Alassane Ouattara repart au FMI où il est exercé pendant 15 ans auparavant, avant de revenir à la tête de la BCEAO en octobre 88 à la mort d'Abdoulaye Fadiga. Pendant ce temps, Dominique Folloroux ne dort presque pas, comme on a tendance à le dire à Abidjan. Sa relation avec le président est pour le moins fructueuse. Ainsi, entre le 16 septembre 1986 et le 9 janvier 1989, soit environ 28 mois, elle reçoit en plusieurs virements sur ses comptes bancaires à la Société Générale de Sanary, puis Monaco, ainsi que sur son compte à la Société de Banque Suisse SBS à Genève, l'équivalent de plus de 24 millions de francs français. Les fonds proviennent d'un compte du Vieux à l'Union des banques suisses, également ouvert à Genève. Si ce sont ces honoraires de gestion du patrimoine immobilier du président, dans ce cas, pourquoi sont-ils versés sur un compte personnel? Toutes les hypothèses sont permises. Curiosité supplémentaire, au cours de cette période, le 6 janvier 1987, un virement du même compte, UBS, est effectué sur un compte de crédit agricole de la Loire, agence de Bourg-Argental, pour un montant de 2,4 millions de francs français au profit du docteur Patrick Nouvian, l'un des frères de Dominique, l'esprit de la famille sans doute. La bonne fortune de Dominique Nouvian, veuve Folloroux, ne semble pas avoir de limite. Le 17 juin 1988, elle se porte acquéreuse d'un appartement situé à 140 avenue Victor Hugo, au cœur du 16e arrondissement de Paris. L'heureuse bénéficiaire qui se déclare à l'acte sans profession achète ce bien pour une valeur de 8,6 millions de francs français. Le financement étant entièrement et définitivement réalisé au moyen de fonds propres, tel que cela est mentionné à l'acte de vente. Ce même acte de vente reçu chez maître Jean-Michel Normand, l'un des notaires du Vieux à Paris, recèle un détail loin d'être anodin. L'acheteuse, non présente à la vente, est représentée par un certain Robert Dalsasso, architecte de son état. Or, ce dernier est l'architecte d'intérieur attitré d'Houphouët-Boigny, qu'on retrouve aujourd'hui encore architecte des Ouattara, à Abidjan, où il a refait la décoration du palais présidentiel, et à Paris, où il s'occupe de la rénovation de l'hôtel particulier de la rue Mazéran, que le défunt président a acquis du baron de Rothschild. Ce détail autorise à s'interroger sur l'origine des fonds qui ont servi à cette acquisition. Une autre curiosité dans la gestion du patrimoine immobilier de Dominique Nouvian, qui, elle, se porte acquéreuse le 28 septembre 1995 d'une propriété sise à Mougins, sur la Côte d'Azur, pour un montant de 6,5 millions de francs français, soit 990 918 €. Le 21 juillet 2005, chez maître Jean-Michel Normand, elle cède la moitié indivise de la propriété à Alassane Dramane Ouattara. Ce qui génère une situation cocasse, comme l'illustre le paragraphe propriété jouissance de l'acte de vente. Le prix de cette vente singulière est fixé à 610 000 €. Cette vente si particulière s'est vue opposer, à l'époque, un refus d'inscription hypothécaire de la part de l'administration fiscale française au motif qu'elle comportait une irrégularité quant au régime des plus-values des non-résidents, tel que cela ressort de la modification de refus adressée au notaire par la direction des impôts de Roanne-les-Pins le 26 septembre 2005. Cet épisode pose 2 questions. Pourquoi, dès le premier achat en 1995, les 2 époux n'ont-ils pas acheté en indivise ce bien? Et pourquoi ont-ils essayé de faire marche arrière dans les conditions qui ont provoqué cette réaction négative de l'administration française? Mais reprenons le fil de l'ascension irrésistible de Dominique Nouvian dans le microcosme politique ivoirien. Bientôt, Dominique Folloroux va lancer sa première grande manœuvre. Houphouët-Boigny fait face à la crise qui va le conduire aux décisions du printemps 1990.
Au cœur de la décennie 1980, il a tenté de maîtriser le marché du cacao. Il constatait alors une chute inexorable des coûts du cacao au détriment des planteurs ivoiriens pendant que le prix du chocolat augmentait dans les magasins occidentaux. Cet épisode, connu sous le thème de guerre du cacao, s'achève au bénéfice des maisons de négoce. La Côte d'Ivoire voit donc son économie s'enfoncer dans la crise et les institutions internationales lui imposent de prendre des mesures drastiques dans le cadre d'un plan de stabilisation. Après l'échec du plan Koumoué, il cherche un expert économique de poids. Sollicité en premier, Prosper Kofi Kouassi, qui dirigeait alors la Caisse nationale de la prévoyance sociale, refuse. Dominique Folorou saute sur l'occasion et glisse à l'oreille du président le nom d'Alassane Ouattara. Pour Dominique Folorou, il est temps de consolider ses acquis. Alassane Ouattara a la primature, elle doit sceller définitivement leurs relations. Les proches du président se souviennent du moment où le Premier ministre est venu solliciter en vain leur aide pour annoncer aux vieux qu'il allait se marier avec Dominique Folorou. Finalement, Houphouët-Boigny se rend à l'évidence. Le mariage est célébré le 24 août 1991 à la mairie du 16e arrondissement de Paris par un adjoint du maire. Le vieux dépêche en observateur son fidèle Laurent Donafologo qui lui fera un rapport circonstancié de la cérémonie et des invités. Car pendant ce temps, à Abidjan, Houphouët-Boigny vit quelques jours en reclus. Contrairement à une rumeur persistante, ce n'est donc pas à Neuilly que les Ouattara ont convolé avec la bénédiction du maire de l'époque, Nicolas Sarkozy. Néanmoins, la liste des invités, au premier rang desquels figure Martin Bouygues, ne laisse aucun doute sur le niveau des liaisons parisiennes du nouveau couple. Surtout que Dominique, désormais Ouattara, sait elle aussi entretenir ses réseaux. Aujourd'hui, Dominique Ouattara est arrivé à ses finalités, au sommet de ses finalités, quoi qu'on le dise. Enivré des parfums vénéreux d'une société factice, où se côtoient et se croisent les parvenus, les ambitieux au pouvoir éphémère et les demi-soldes sous le regard dédaigneux des vrais riches, elle est devenue en réalité une véritable madame, la première dame de Côte d'Ivoire.